Bien, Monsieur le ministre, je voulais vous remercier de revenir devant la Commission pour nous tenir au courant du dernier sommet européen et faire un point sur l'actualité européenne. Auparavant, je voudrais féliciter Jean-Claude Mignon, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je l'avais fait, mais il n'était pas là, donc je souhaitais le faire en sa présence. Alors, je voudrais évoquer en particulier quelques questions. Le projet de traité de stabilité, le projet de traité mécanisme européen de stabilité et les décisions prises en matière de relance. D'abord, s'agissant du projet de traité sur la stabilité, s'agissant de l'introduction d'une règle d'or et d'un mécanisme de correction automatique des déviations dans le droit national, en quoi consistera le mécanisme de correction automatique et quelles seront concrètement les conséquences sur l'élaboration des lois de finances nationales? Et sur l'intervention de la Cour de justice, le traité prévoit que lorsque la Commission établira un rapport concluant à une violation des règles par un État, la Cour de justice sera obligatoirement saisie par un autre État. Pouvez-vous nous préciser la portée de cette disposition? Que contrôlera précisément la Cour? Sur le projet de traité créant le mécanisme européen de stabilité, que nous aurons à examiner en séance le 21 février après-midi, je le dis au passage pour dire que je ne fais pas de commission ce jour-là, bien entendu. Compte tenu des délais de ratification, le mécanisme européen de stabilité pourra-t-il fonctionner dès cet été? Et quel sera le montant de la participation française au capital initial? Et est-ce que vous avez un calendrier des ratifications nationales dans les autres pays? Comment s'organisera la coexistence ou le cumul pendant un an du FESF et du MES? Et la déclaration du Conseil européen du 30 janvier sur la croissance et l'emploi, quelles sont les suites concrètes, dans quel délai de cette déclaration et quel sera le caractère contraignant des plans nationaux pour l'emploi? Mais enfin, on fait comme d'habitude, Monsieur le ministre. Je vous laisse la parole pour une introduction et après, on passera aux questions des députés. Je voulais dire que j'ai fait exprès de faire cette commission dans cette salle, exceptionnellement, pour vous permettre d'aller voter aux abords de l'hémicycle quand ce sera nécessaire. Et donc, il y aura une rotation. Vous voudriez bien m'excuser, Monsieur le ministre, mais moi-même, il faudra un moment que je m'absente. Et Didier Quentin me remplacera. Voilà, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour débattre des sujets européens et en particulier dans cette période qui est à la fois une période troublée mais une période remplie d'opportunités et d'espoir. Comme vous l'avez dit, le Conseil a entériné l'adoption donc de deux nouveaux traités complémentaires qui sont des traités de solidarité et en même temps de discipline pour la zone euro. Mais ce qu'on oublie quelquefois, c'est que ce traité, en particulier sur son titre 4 et sur les articles 9, 10, 11, organise justement une coopération et renvoie à la déclaration qui met en œuvre de manière concrète toute une série de mesures pour permettre la croissance et l'emploi, en particulier à destination des jeunes et en destination des petites et moyennes entreprises. Notre objectif, donc, dans ces deux traités, est bien la croissance et l'emploi, et il commence par le mécanisme européen de stabilité. La première des solidarités, c'est bien sûr
le mécanisme européen de stabilité. Vous le saviez, le Fonds européen de stabilité financière avait vu ses compétences élargies récemment et son avenir se terminait. Il était temporaire, il devait se terminer à la fin du mois de juin. Et donc, de toute évidence, le 1er juillet, il fallait trouver une situation qui permette une solution pérenne. Le traité de stabilité, la coordination et la gouvernance, le SCG, lui-même, a comme but la gouvernance de la zone euro qui manquait cruellement au pilotage de la monnaie unique. En ce qui concerne le mécanisme européen de stabilité, il est destiné à apporter des fonds ou une assistance technique sous stricte conditionnalité aux États qui connaissent des difficultés. En gros, il a exactement les mêmes champs d'action que le Fonds européen de stabilité financière et il prend son relais à partir du 30 juin. Le mécanisme européen de stabilité, je le rappelle, c'est 500 milliards. Sa différence, c'est qu'il a un fonds contributif de la part des États à hauteur de 80 milliards d'euros. Et la France y contribue à hauteur de 16 milliards d'euros. Et directement, et elle apportera environ 143 milliards de garanties pour faire abonder ce fonds de 80 milliards à 500 milliards. Outre les prêts, vous le savez, assortis au programme d'ajustement macroéconomique complet, il y a les interventions sur le marché primaire, sur le marché secondaire, la possibilité, à titre de précaution, d'accorder des prêts aux États et de recapitaliser les banques. Vous le savez aussi, nous devons avoir une solidarité qui ne s'applique pas comme un chèque en blanc. On a trop vu des fonds versés avec des situations qui par ailleurs étaient à terme des situations de grande difficulté pour les États. Et la Grèce est encore un exemple qui malheureusement est sous nos yeux. Cette solidarité donc doit se faire en sorte que les aides sont conditionnées par des plans d'ajustement. Mécanisme européen de stabilité que si on a contracté le traité lui-même, SCG, et le lien entre l'un et l'autre apparaît de bon sens. Le calendrier parlementaire, vous le savez, est serré, mais y a-t-il des calendriers parlementaires qui ne soient pas serrés ? Et ça suppose qu'avant le 1er juillet 2012, puisque le Fonds européen de stabilité financière se termine le 30 juin, la révision de l'article 136 du traité de l'Union européenne puisse prendre acte de la création du mécanisme européen de stabilité, que la ratification du traité sur le mécanisme européen de stabilité soit effectuée et qu'on vote une loi de finances rectificative qui permette justement d'abonder le fonds pour la France. Je rappelle que c'est 16 et que la décision a été prise par la France et l'Allemagne de doubler la première année, c'est-à-dire que c'est 6,5 milliards que la France versera immédiatement. Sur le traité de stabilité, coordination et de gouvernance, vous connaissez ces conditions, elles n'ont que très peu changé par rapport à ce qui avait été initialement prévu le 9 décembre. Le déficit structurel des administrations publiques ne peut pas excéder 0,5 du PIB. La règle d'or est inscrite de préférence dans la Constitution, mais ce de préférence vaut pour des pays qui n'inscrivent pas ce type de dispositif dans leur constitution. Pour la France, il apparaît de plus en plus évident que c'est la seule méthode possible. La transposition de la règle d'or, et seulement la transposition de la règle d'or, est soumise au contrôle de la Cour de justice européenne, et les pays retardataires seront pénalisés à hauteur de 0,1% de leur PIB. Le déficit annuel autorisé est toujours maintenu à 3% du PIB. Et vous le savez, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé que la dette n'entrait pas dans les conditionnalités du déclenchement des sanctions. La coordination des politiques économiques est aussi évidemment essentielle au niveau de la zone euro, mais au-delà de la zone euro avec tous les signataires. Et cette gouvernance fait qu'il y a une relation, une fréquence
des rendez-vous qui continueront à être appliqués tels qu'ils avaient été antérieurement définis en octobre. Ce traité, je vous le rappelle, est signé par 25 des 27 pays de l'Union européenne et il s'applique dès que 12 États l'ont ratifié. Je voudrais rappeler en terminant les mesures pour la croissance et l'emploi qui sont inclus dans le dispositif. L'emploi des jeunes, tout d'abord, vous le savez, l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes est à 22,3% dans l'Union européenne. À peu près un chiffre similaire se trouve en France. En Espagne, c'est 46% des jeunes qui sont au chômage. C'est dire que nous avons pris l'engagement d'accroître beaucoup d'efforts en matière d'apprentissage au niveau national, mais de le coordonner de manière plus efficace au niveau européen. Le programme Leonardo da Vinci sera renforcé, la mobilité encouragée, la carte professionnelle européenne, le passeport européen des compétences sont des éléments qui devraient permettre une meilleure formation et une meilleure capacité de trouver des emplois pour notre jeunesse. Et je rappelle que nous avons aujourd'hui un véritable plan de relance européen, puisqu'il y a 82 milliards d'euros qui n'ont pas été utilisés des fonds européens et qui vont être directement injectés vers l'emploi des jeunes et vers les petites et moyennes entreprises. Et c'est le Fonds social européen à hauteur de 22 milliards qui abondera la lutte contre le chômage de la jeunesse européenne. Enfin, sur les PME, les obligations comptables seront allégées. On dynamisera la recherche et l'innovation avec l'accord des brevets qui, je l'espère, aboutira rapidement, mais dont l'échéance a été fixée en juin 2012. La Banque européenne d'investissement sera mobilisée et le Conseil européen du 30 janvier, à mon avis, fera date dans la construction européenne parce qu'il aura à la fois mis un élément de stabilité avec une discipline budgétaire acquise sur l'ensemble des États membres. Il aura créé un mécanisme européen de stabilité qu'on pourrait comparer à un fonds monétaire européen avec une capacité d'action à hauteur de 500 milliards. Et surtout, il aura reconduit sur cette base de solidarité et de discipline, reconduit nos pays et l'Europe sur le chemin de la croissance et de l'emploi. Sur les questions plus précisément que le président m'a posées, j'ai répondu à un certain nombre. Quelles ont été les choses qui ont été changées par les chefs d'État et de gouvernement? C'est la majorité qualifiée inversée ne s'applique qu'au pourcentage de déficit et non pas au pourcentage de la dette. On a eu un grand débat, en particulier avec nos amis polonais, sur les formats des sommets de la zone euro. Les sommets de la zone euro se réuniront avec un format à 17, mais compte tenu du fait que le traité est signé à 25, il y a des formats élargis qui sont prévus dans certaines circonstances. Sur l'introduction de la règle d'or, le mécanisme de correction automatique, la France envisage-t-elle de recourir à une loi organique? Non, la loi organique a été une hypothèse, elle a été étudiée. C'est de toute évidence à l'intérieur de notre Constitution qu'il faut mettre en place ce dispositif. Le mécanisme de correction automatique est prévu, mais il reposera sur des principes communs qui seront définis par la Commission et qui ne sont pas encore définis. Sur l'intervention de la Cour de justice, je l'ai évoqué dans mon préambule. Sur le projet de traité créant le mécanisme européen, pourra-t-il fonctionner dès cet été? Oui, puisqu'il fonctionne le 1er juillet, et qu'à partir du 1er juillet, le Fonds européen de stabilité financière ne peut plus, à ce moment-là, avoir des opérations propres de prêt. Sur le FESF et le relais C, j'ai répondu à la question. Le MES pourra-t-il se refinancer directement auprès de la Banque centrale européenne? Non. C'est la Banque centrale, c'est le MES qui se sert de la Banque centrale européenne comme un véhicule, mais la Banque centrale européenne ne peut pas alimenter le mécanisme européen de stabilité. Sur la déclaration du Conseil européen du 30 janvier,
je l'ai rappelé, c'est des éléments concrets en matière de croissance et d'emploi en direction des PME et en direction de la jeunesse. Pardon d'avoir été un tout petit peu long et peut-être de ne pas avoir répondu complètement aux questions du Président. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Bien, alors, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Au contraire, vous avez répondu à toutes les questions. À toutes, alors c'est bon. Donc, j'ai inscrit Michel Lefebvre, Michel Herbillon, Mme Caramanli, Gobert, Pascal Gruny. Je voudrais saluer Philippe Juvin, député européen, qui nous fait l'amitié et l'honneur de participer, car nous invitons toujours les députés européens. Je l'avais noté. Philippe Juvin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Didier Quentin. Bon, si vous voulez bien, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va passer toutes les questions. Michel Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais poser une question se rapportant à la Grèce et une concernant le Portugal. Il semble que l'agacement vis-à-vis de la Grèce soit de plus en plus prégnant parmi les dirigeants européens et que certains officieusement commencent à envisager l'hypothèse d'un défaut non ordonné. L'ultimatum fixé par la chancelière allemande et le président français oblige à penser le cas où il ne serait pas respecté. Le gouvernement français peut-il laisser faire faillite un pays de la zone euro au prix de déclencher une instabilité financière sans précédent? Quelle est la position de la France dans les négociations en cours entre la Troïka et le gouvernement grec? Et que fera la France si elles n'aboutissent pas? Concernant le Portugal, bien que sa dette publique, 105% de PIB, ne soit pas à la hauteur de celle de la Grèce, 160%, le Portugal n'a, semble-t-il, plus de marge de manœuvre pour relancer l'économie et sa seule option serait de rééchelonner la baisse du déficit public. Au Portugal, le dérapage budgétaire est plus lié à la récession qu'à une mauvaise maîtrise des dépenses publiques. Dans ces conditions, le gouvernement français est-il favorable au rééchelonnement de la dette portugaise? Merci. Michel Herbillon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre exposé. Je voudrais vous demander votre sentiment. En quoi avez-vous le sentiment que l'Europe a franchi une étape peut-être décisive à l'occasion du dernier Conseil européen par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'Europe, par rapport à la crise de l'euro et par rapport à la nécessaire meilleure gouvernance économique européenne qui s'impose à nous. Et lié à cette question, je voudrais aussi vous demander quels sont, de votre point de vue, les principaux obstacles qui se présentent encore dans ce processus pour l'élaboration du nouveau traité. Et enfin, troisième question, je voudrais avoir votre sentiment, mais ça rejoint un peu la question que vient de poser à l'instant mon collègue Lefebvre, sur la situation de la Grèce. Puisque, après tout, ce pays a focalisé l'attention des gouvernants, a été la représentation emblématique de la crise de l'Europe, de la crise de l'euro. Et donc, je voudrais savoir comment, de votre point de vue, se situe la résolution de la crise grecque aujourd'hui. Oui, Monsieur le Ministre. Au-delà des questions donc sur la Grèce, qu'on pourra revenir parce que, y compris même la décision, les propositions, me semble-t-il, d'imposer à la Grèce une caisse pour rembourser les intérêts, c'est-à-dire une caisse qui va recueillir un petit peu toutes les aides qui viennent de l'Union, mais qui ne pourra pas avoir la main, puisque finalement elle servira plutôt à rembourser les intérêts des différents prêts. Donc on pourra évoquer cela tout à l'heure. Moi, je voulais un petit peu revenir sur la question du traité, et puisque ce traité, on s'aperçoit que à la fois ne traite ni la croissance ni l'emploi. S'il n'y a pas de relance au niveau européen,
Est-ce que cette relance au niveau européen est-elle envisagée aujourd'hui pour assurer plus d'emplois, moins de dépenses énergétiques et plus de développement durable? Et je souhaitais aussi soulever quand même une question. Souvent, on renvoie au traité de Maastricht et on voit que le projet de traité ici ne fait aucune référence à un taux de croissance précis, voire à une simple fourchette ou à un rapport entre le déficit et la croissance. Et quand nous évoquons la question de crise aujourd'hui au niveau de l'Europe, on fait souvent la référence au traité de Maastricht en disant que il y a déjà depuis de nombreuses années, il y a une sorte de pacte de stabilité et de croissance, mais on oublie de dire que trop souvent, à travers ce traité de Maastricht, il y avait à la fois un plafonnement du déficit à 3%, il y avait aussi l'obligation de maintenir une dette à hauteur de 60% du PIB, mais il y avait aussi dans cela un cadre de croissance qui était quand même 3%. Aujourd'hui, quand on n'a pas 3% de croissance, comment on peut finalement aborder cette règle dans le nouveau traité? Enfin, le dernier élément que je voulais évoquer, c'est un petit peu les sanctions. Les sanctions, puisque on voit que dans le traité, l'accord prévoit des sanctions plus automatiques en cas de déficit excessif. Mais est-ce que et puis surtout, on voit qu'il y a une harmonisation fiscale et un rôle accru de la part de Bruxelles, en l'espèce la Commission et la Cour de justice. Est-ce que c'est pas donc paradoxal de donner plus de pouvoir à des institutions et qui sont apparues quand même très faibles dans la crise depuis 2008 et dans ces derniers mois? Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un échec? Et quand on voit justement le rapprochement avec la question grecque, est-ce que vraiment c'est pas là aussi encore l'image concrète de cet échec? Le dernier élément, c'est la BCE. On voit très bien que la BCE accorde toujours aux banques ce qu'elle refuse aux États. Je prends l'exemple de l'Italie, prêter à 1% aujourd'hui aux banques qui vont finalement, elles, pouvoir prêter à 5% au niveau des déficits italiens. Je trouve quand même là, c'est encore paradoxal, pour ne pas parler de taux beaucoup plus élevés qu'on a vu en Grèce ou ailleurs. Donc voilà, comment vous voyez les choses et comment surtout, enfin, on peut arriver à construire une confiance à l'Europe, parce que tel que c'est parti, vraiment, je crois que ça part très très mal et c'est très dangereux pour tout ce qui se passe, y compris pour la démocratie. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais dû parler avant Marietta Caramanli. Elle m'a à peu près tout enlevé, donc ça valait très vite. Non, pas du tout, bien au contraire. Simplement, deux ou trois observations complémentaires. C'est pourquoi des sanctions sur le déficit et non sur la dette. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, et la majorité de nos concitoyens ont aussi du mal à comprendre. Est-ce que, après tout, la dette n'est pas le cumul des déficits précédents? Donc, il y a vraiment quelque chose sur lequel c'est sans doute un élément de débat qui m'a échappé pendant cette période. Et la deuxième question, c'est, vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, des éléments de croissance et d'emploi à travers l'aide aux PME et à la jeunesse, et j'aimerais bien que vous détailliez ces mesures, parce que pour le moment, on n'a pas eu le sentiment de bien les trouver dans tous les documents qu'on a pu lire, mais il y a sans doute des choses qui nous ont échappé. Pour le reste, effectivement, ce que pensent nos concitoyens, c'est qu'il y avait déjà un certain nombre de critères, on s'en est affranchi, et puis maintenant, pour justifier qu'on s'en est affranchi, qu'on ne recommencera plus, on en invente de nouveaux. Et les gens nos concitoyens aimeraient bien qu'une bonne fois pour toutes, les règles qu'on se donne, on essaie de les appliquer, et pas qu'on en invente de nouvelles après. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi c'est plutôt sur l'emploi, effectivement, où j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails sur ce qui va être permis de faire, parce qu'on dit aussi l'Europe n'a pas vraiment la compétence en fait en matière d'emploi, et puis en même temps on essaie de lui demander de plus en plus d'intervenir. Vous avez parlé de 82 milliards de fonds non utilisés qui seraient remis sur l'emploi. Et puis, donc moi, je n'ai pas bien compris si ça serait via le Fonds social européen en entier ou pas. Et sur le Fonds social européen, vous savez qu'on a encore des difficultés à l'utiliser au maximum. Donc, je ne vois pas, si on rajoute des sommes, comment finalement ça va porter ses fruits au niveau de l'emploi. Merci. Monsieur le Président, deux remarques et puis une question au ministre. La première remarque, c'est que
Au fond, ce qui est en jeu, c'est à la fois le déficit et à la fois la dette, hein, puisqu'on parle des deux dans l'accord intergouvernemental. Le deuxième point, c'est que seuls les États ayant signé ce traité à 25 pourront bénéficier du mécanisme de stabilité. C'est un point important et ça répond à la remarque du ministre tout à l'heure, qui disait que trop longtemps, un certain nombre d'États ont pu donner le sentiment de profiter d'une coopération des 27 sans en tirer tous les éléments de responsabilité. Je crois que c'était un élément de réponse très important politiquement pour nos concitoyens, qui vont avoir l'impression que ceux qui vont être aidés vont s'engager. Voilà pour mes deux remarques. Et ma question au ministre, c'est sur l'interprétation qu'il fait de la règle qui est fixée à 0,5% du PIB pour, et je crois qu'il est dit, pour le déficit structurel. Voilà. J'aimerais avoir votre interprétation de cette notion de déficit structurel. Si, je voulais aussi poser une question sur la Grèce, mais nos collègues Lefebvre et Herbillon l'ont déjà fait, donc je n'insisterai pas. Simplement, dans la rencontre d'hier, il a été indiqué que l'objectif pour la France et l'Allemagne serait de converger vers un impôt sur les sociétés, le fameux IS, qui permettrait d'organiser une zone fiscale pour les entreprises très proches pour l'Allemagne et pour la France. Or, l'Allemagne a actuellement un impôt sur les sociétés de 29,8%. Et elle a donc un avantage sur la France qui a un impôt sur les sociétés de 34,4%. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur une telle mesure et sur les moyens de parvenir à cet objectif? Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le traité qui institue donc le mécanisme européen de stabilité est un acte important. Important pour l'approfondissement de la construction de l'Union européenne. Mais la préoccupation que nous avons tous reste cependant la croissance. Quelles pourraient être, selon vous, les pistes au sein de l'Union européenne que l'on pourrait exploiter pour relancer un programme de croissance? Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais avoir justement une définition exacte de ce qu'est un solde structurel, parce que je connais un solde, mais je ne connais pas un solde structurel. Il faut savoir comment il est véritablement défini. Deuxièmement, je vous le redis, et là, c'est pour simplement que ça soit au verbatim, c'est que je suis intimement convaincu qu'un traité qui va organiser des sanctions contre des États est illusoire. Illusoire. Et que vous ne sanctionnerez ni la France ni l'Italie avec des amendes de 0,1% du PIB. Ça, c'est une machine à faire exploser, je dirais, le système. Donc, je crois que là, on est vraiment dans une démarche technocratique qui n'a aucune chance d'être en œuvre. On l'a vu d'ailleurs dans le passé, lorsque la France et l'Allemagne sont sortis des clous de Maastricht, il n'y a pas eu de sanctions alors qu'il y aurait pu en avoir. Donc là, je crois qu'il y a un réel problème d'approche de ce qu'est la construction européenne. Et enfin, bien sûr, ça a été souligné par nos collègues tout à l'heure, il n'y a rien, je vous l'ai dit, je le répéterai, le problème est le problème de la compétitivité. On ne peut pas continuer à avoir une BCE qui engraisse aujourd'hui les banques et qui ne fait rien pour les aides directes aux États. Donc tant qu'on n'aura pas posé cette question structurelle, je suis intimement convaincu que c'est peine perdue. Je vous le dis, je le dis parce que je suis solidaire effectivement de l'ensemble de la politique que vous menez, mais sur ces points précis, je crois qu'on est en pleine illusion. Monsieur le ministre. Entre la confiance de Mme Karamanlis et le pessimisme de M. Miard, je vais essayer qu'elle le souhaite. Qu'elle le souhaite. Voilà. D'abord, Michel Lefebvre évoquait le problème de la Grèce. Le problème de la Grèce est un problème préoccupant. Il y a eu des décisions qui ont été prises, à la fois sur l'aide de la Grèce. On en est au 6e déblocage de fonds qui doit intervenir, si je me rappelle bien, le 13 février. Ça veut dire qu'il faut que les solutions arrivent d'ici là. Vous voyez bien que l'échéance est courte. La négociation a eu lieu avec les partenaires financiers, avec le secteur privé. Et dans cette négociation,
négociation sur la durée, une négociation sur le taux et une négociation sur le renoncement d'une partie de la dette. Donc on est entre 3 et 4, plutôt plus près de 3,7, 3,8 de taux. On est dans une configuration dans laquelle il y aurait un effacement de 50% de la dette privée. On ne voit pas de réponse rapide, pratique aux recommandations de la Troïka et à l'accompagnement effectué par les experts. Dans cette situation, on voit aussi, je dis les choses telles qu'elles sont, que l'unanimité qui s'était faite au niveau des partis politiques grecs au moment où il y a eu la possibilité évoquée par M. Papandréou d'un référendum, a en grande partie été fissurée par l'approche des échéances électorales et les difficultés qui incombent à cette situation-là. On ne peut pas sacrifier l'avenir de son pays à des préoccupations purement électoralistes. C'est la raison pour laquelle le président de la République a appelé à la fois la majorité et l'opposition à retrouver un consensus national et à accepter le plan tel qu'il est produit. Il n'y a pas d'alternative à ce plan. Il n'y a pas un plan B et il n'y a pas de modification envisageable. Donc, dans ce contexte, il paraît important que les gouvernants grecs prennent leurs responsabilités dans les plus brefs délais. Et vous avez entendu la parole de la chancelière et du président de la République qui étaient à l'unisson sur cet appel à la responsabilité et aux décisions qui sont indispensables. Il n'y aura pas de faillite de la Grèce. La France et l'Allemagne ne laisseront pas la Grèce se trouver en situation de faillite. Je vous laisse imaginer ce que serait une situation de faillite telle qu'elle pourrait être au niveau de la Grèce et la situation qui immédiatement apparaîtrait au niveau du prochain pays qui, comme par hasard, était celui qu'évoquait Michel Lefebvre, le Portugal. Sur le Portugal, effectivement, on est dans une situation qui est, puisque l'objectif de la Grèce c'est 120% du déficit du PIB, là on est à 105. Là aussi, je veux dire que la Grèce était un exemple exceptionnel avant que soient mis en place les pare-feux. On a fait intervenir des créanciers privés. Cette situation est exceptionnelle. Elle a été bien répétée au moment de la négociation du traité. Il n'y aura pas de plan sur Portugal, sur un rééchelonnement de la dette ou d'autres mécanismes à envisager. Donc la Grèce doit rester une exception. Elle doit trouver effectivement les moyens pour retrouver la stabilité, mais le Portugal doit continuer en indépendance gouvernementale qui est la sienne, de trouver des capacités à répondre à la crise qu'il traverse, en particulier, très clairement, sur des efforts qu'il a à mener dans le marché du travail. Michel Herbillon me posait la question de dire pourquoi c'est une étape décisive. Il a raison, la question elle est bien pertinente. Pourquoi est-ce qu'on a eu de sommet en sommet, de sommet de la dernière chance en sommet de la dernière chance? Est-ce que celui-là est celui qui a définitivement résolu la situation? Et il sait, un homme averti comme moi, que cette étape est une étape décisive, mais que la crise que nous traversons va continuer encore à être un élément de préoccupation. Ce qui est important, c'est que les mécanismes ont été mis en place. Et que pour la première fois, 25 États sur 27, souvenez-vous que nous envisagions à l'époque que ce soit 17, puis ensuite 26, puis 25, et que donc une immense majorité de l'Europe souscrit à cette vision où à la fois il y a un mécanisme de solidarité, à la fois il y a un mécanisme de discipline, et qu'il y a une coordination entre la discipline et la solidarité. C'est une vision qui n'est pas une vision allemande, c'est une vision qui est une vision française.
qui a proposé le Fonds européen de stabilité financière? C'est la France. Qui c'est qui a proposé une gouvernance économique? C'est la France. Et qui c'est qui a proposé la règle d'or sur le plan national? C'est aussi le gouvernement français. Donc, sur ce plan, je voudrais bien insister sur le fait que s'il y a 25 pays sur 27 qui adoptent ce traité, c'est que, bien évidemment, il se trouve dans une situation où on fait un passage très significatif. Et ce passage très significatif, il a des obstacles. Si vous me poussez dans mes retranchements et que vous me demandez quel obstacle, l'obstacle, c'est qu'après avoir signé le traité, il faut le ratifier. Et qui serait particulièrement désastreux pour la France et pour l'Europe que ce traité ne soit pas ratifié ou qu'on envisage de le renégocier. Donc, très clairement, j'ai vu devant moi changer mon homologue roumain, mon homologue allemand, pas pour des raisons de changement de gouvernement, mon homologue espagnol, mon homologue italien. Si à chaque fois que les majorités avaient changé en Europe, il y avait une contestation du traité, des traités antérieurs, nous serions trouvés devant une situation qui aurait bien entendu extrêmement favorisé les spéculateurs devant l'instabilité que nous aurions nous-mêmes créée. Madame Karamanlis reprend l'idée pourquoi un compte bloqué pour la Grèce. Contrairement à ce qu'on peut penser, le compte bloqué pour la Grèce n'est pas pour pénaliser la Grèce. Il est pour rassurer les marchés financiers, permettre que la Grèce puisse se financer plus facilement sur l'ensemble des marchés et en même temps, je dirais, donner l'indépendance budgétaire à un État souverain. Je veux dire que on a entendu une phrase malheureuse sur la mise sous tutelle de la Grèce. C'est bien par ces mesures-là qu'on répond en franco-allemand et en disant non, il n'y aura pas de mise sous tutelle d'un État souverain. L'Europe n'est pas là pour tutéliser ou pour inféoder les décisions des gouvernements. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de versement de fonds s'il n'y a pas les mécanismes qui permettent justement de stabiliser la situation économique de la Grèce. Or, c'est ce retard aujourd'hui qui est pénalisant pour la Grèce. Et ce retard probablement dû à une fissure dans l'entente nationale qui présidait au moment où le changement de gouvernement s'est effectué. Il y avait dans Maastricht croissance et emploi. Il y a dans ce traité croissance et emploi. Il faut le lire dans sa totalité. Le titre 4, l'article 9. Dans l'article 9, 10 et 11, mais le 9, vous avez les trois mots, croissance, emploi et compétitivité. Vous avez les mots-clés. On ne fait pas de la discipline pour de la discipline, et on ne fait pas un fonds européen uniquement pour boucher des trous sans fond. Le mécanisme qui est mis en place par le traité, il a un objectif, c'est la compétitivité, la croissance et l'emploi. Et donc, évidemment, en dehors des actions qui peuvent être menées par chaque pays, il y a une action au niveau européen. Et lorsqu'on évoquait tout à l'heure quels sont les moyens européens, et j'ai entendu Pascal Gruny me réinterpeller sur les 82 milliards, et elle a raison, 82 milliards, c'est les fonds européens qui sont programmés. Et ils sont programmés à l'horizon 2013. Donc c'est une année qui s'écoule. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, ils sont là. Ils sont là, ils n'ont pas été utilisés pour des raisons multiples que Pascal Gruny connaît bien. Nous allons agir donc en faveur de l'emploi des jeunes à partir là du Fonds social européen à hauteur de 22 milliards. Donc ça, c'est le Fonds social européen qui va intervenir directement. Et dans les 82 milliards, bien sûr, j'avais inclus les 22 milliards du Fonds social européen. Accélérer pour les PME, pour les jeunes, pardon, c'est les plans d'apprentissage et le soutien aux jeunes entrepreneurs. C'est aussi toute une série de mesures qui avancent parallèlement, en particulier sur les facilités administratives, les allègements administratifs sur les PME,
leur capacité, dans le cadre du marché unique, à intervenir sur les marchés publics, dans les marchés publics, et donc donner une impulsion forte sur les petites et moyennes entreprises et sur l'emploi des jeunes. Ça veut dire que oui, il y a un plan de relance. Il y a un plan de relance européen. C'est 82 milliards de fonds européens jusqu'en 2013. Ils doivent avoir ce but. Et c'est logique, je veux dire, de penser qu'au moment où des États membres sont en difficulté et ont des restrictions budgétaires, même si la France a choisi les dépenses d'avenir, ou dans chaque pays, il peut y avoir une part pour la croissance et pour la compétitivité, eh bien, il y a une aide substantielle et concrète de l'Europe pour la relance de la compétitivité et de la croissance. Donc, les mots y sont, et plus que les mots, les actes sont bien définis dans les domaines respectifs. Sur Commission, on a donné trop de rôle, plus de pouvoir à la Commission et à la Cour de justice. Non. Il y a très peu de pouvoir de la Cour de justice et de la Commission dans les sanctions. Les sanctions, et la France a insisté sur ce point, la Cour européenne de justice ne peut sanctionner que la non-transposition du traité en droit national. Donc elle n'est pas dans une situation où elle va, comme on l'avait entendu, contrôler le budget a priori ou a posteriori. Les budgets nationaux auront une référence, le budget français il aura une référence. C'est que dès l'instant où dans la Constitution il aura adopté une règle d'or, eh bien le budget qui sortirait de la règle d'or se trouvera non constitutionnel et donc aura une sanction par le tribunal de son pays et non pas par la Cour européenne. Sur la BCE a deux actions et deux actions bénéfiques. Là, une action sur les liquidités, ça a été une action à hauteur de 500 milliards d'euros et une action en toute indépendance sur les dettes des États souverains jusqu'à 200 milliards d'euros. Donc ça veut dire que cette action est une double action. Cette action, elle n'est pas pour aider particulièrement les banques, elle est pour permettre justement les liquidités et permettre la croissance et l'emploi. Donc on est dans une double, là aussi, la BCE est dans une double action, favoriser les liquidités et favoriser les prêts et donc favoriser les entreprises qui veulent se développer, mais en même temps aider les États autant que besoin, et quand elles le décident, à se trouver en désendettement. Pourquoi la question de la dette? Pourquoi la dette et pourquoi la dette n'est pas sanctionnée? La dette n'est pas sanctionnée parce que, écoutez, la dette c'est le passé. En même temps, la question du respect des critères d'endettement est déjà réglée par le six-pack qui vient s'emboîter, si j'ose dire, dans le traité qui est une confortation du six-pack en réalité. Et donc la dette c'est le passé. Donc faire une double sanction par le six-pack sur l'endettement et par le traité, il me paraissait logique de s'attaquer plutôt au déficit qui est une décision présente, alors que la dette, vous le savez, elle est fixée comme devant être réduite de 1/20 chaque année. Observer les règles, oui. Bien, je ne sais plus si c'est pas Jacques Millard qui évoquait ce problème-là en même temps qu'Aubert, mais moi je cite toujours Rousseau. Je sais bien que c'est pas généralement on le cite sur ma gauche, Rousseau, mais de temps en temps il dit des choses qui sont assez de bon sens quand même. Obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est la liberté. Eh bien, on se prescrit des lois et on va les respecter. Et on a bien vu que lorsqu'on s'était prescrit un certain nombre de lois, la France et l'Allemagne, les deux plus grands pays de l'Union européenne et de la zone euro, s'en étaient élégamment affranchis et étaient sortis de ces fameux critères de Maastricht qu'on avait présentés comme des carcans, alors que c'était en réalité des règles de bon sens. Donc il a fallu qu'il y ait des sanctions. Et les sanctions, elles sont indispensables parce que lorsque vous donnez des règles et que vous ne les observez pas, il faut bien que lorsqu'on revient sur les règles, il faut bien qu'il y ait des sanctions à la règle. C'est des règles de bon sens.
Monsieur le député européen, parler d'équilibre et qu'est-ce que c'est que le 0,5% sur le déficit structurel? Si j'étais coquin, je dirais que c'est celui qui n'est pas conjoncturel. Mais ce solde structurel des administrations publiques, c'est le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. Donc en réalité, c'est ce qui est stable. C'est ce qui est stable, mais au niveau de l'ensemble, je me permets de rappeler ça, au niveau de l'ensemble de l'administration, des dépenses administratives. Ça veut dire qu'il faut que nous regardions globalement les dépenses publiques, non pas uniquement les dépenses de l'État, mais aussi les dépenses des collectivités, parce qu'elles font partie, indubitablement, à mes yeux, du solde structurel. Par ailleurs, la référence structurelle était obligatoire parce qu'il faut s'autoriser l'utilisation de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, c'est merveilleux. En période de crise, quand la conjoncture est mauvaise, les prélèvements obligatoires baissent et les dépenses, notamment sociales, augmentent. Et ça permet d'étaler, de lisser le cycle économique dans lequel on se trouve et d'avoir des réactions justement conjoncturelles pour réagir aux situations dans lesquelles on se trouve. C'est la raison pour laquelle on a gardé uniquement le solde structurel des administrations publiques pour permettre les variations en fonction de la conjoncture. Didier Quentin parlait de la convergence fiscale, très juste. Alors, il y a le taux et il y a l'assiette. Alors, on a eu la chance qu'effectivement, le taux est différent, mais l'assiette est bien plus étroite en France. Ce qui fait qu'il conviendrait, François Baroin répondrait beaucoup plus pertinemment que moi à cette question, mais il conviendrait d'abord d'élargir l'assiette pour ensuite avoir une convergence progressive des taux. Ce qui signifie en gros que l'objectif pour aboutir à cette réforme et pour qu'elle se fasse de manière non brutale, c'est plutôt 2013 que 2012, compte tenu du fait du lissage nécessaire. Mais l'important, c'est qu'il y ait cette convergence. M. Cousin parlait de la croissance. Oui, la croissance. Comment on crée la croissance? Comment on crée la croissance? On crée la croissance par la compétitivité. On crée la croissance par un déficit inférieur qui ne plombe pas les investissements. On crée la croissance aussi par le marché unique. Le marché unique est un formidable facteur de croissance. Et même si Jacques Miard me regarde avec un œil goguenard, la croissance, c'est aussi la monnaie unique. Parce qu'on a un peu oublié que depuis 10 ans, les estimations, c'est que la monnaie unique a créé en Europe, en tout cas dans la zone euro, près de 2,7 millions d'emplois. Et que le fait d'avoir eu la possibilité de la liberté des échanges facilite bien évidemment, non pas la compétitivité interne, mais facilite bien évidemment la compétitivité externe. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où, de toute évidence, je vais vous citer un exemple, le brevet unique. Voilà. Le brevet aujourd'hui au niveau européen, si vous déposez un brevet en France, en Allemagne, en Suisse ou ailleurs, eh bien vous allez vous trouver dans une situation où il vous coûte 17 fois plus cher qu'un brevet américain. Donc le fait d'aboutir dans les mois ou les semaines qui vont venir à un brevet unique, ça va évidemment augmenter l'innovation et augmenter la performance de nos entreprises et sécuriser l'innovation en Europe. Donc je crois que les objectifs, ils sont toujours les mêmes. La croissance, elle se base sur une politique budgétaire rigoureuse, elle se base sur l'innovation. Et je crois qu'en matière de numérique, en matière de croissance verte, l'Europe a une contribution forte à faire dans le domaine de la croissance. Elle se fait aussi à l'aide d'un marché unique qui s'approfondit et que Michel Barnier est en train de mettre en place pour que nous soyons effectivement plus compétitifs. Alors, Jacques Miard,
les sanctions vont-elles faire exploser le système? J'ai presque l'impression que quand il dit ça, il l'espère plus qu'il ne le redoute. Mais voilà, c'est la dernière étape d'une procédure. Je crois que M. Miard est suffisamment averti et intelligent pour savoir que la menace de la sanction vaut la sanction. Et que quelquefois, la dissuasion est une arme efficace contre l'infraction. Et voilà. Et donc, comme il n'y avait pas de sanctions par le passé, eh bien, il y a eu les dérives. Et aujourd'hui, il y a des sanctions automatiques, avec quand même une majorité qualifiée inversée qui en atténue la portée, et qui devrait permettre de faire en sorte que, comme on dit en politique, on fasse ce que l'on a dit. Pour terminer, je suis résolument optimiste parce que d'abord j'ai été médecin, ensuite j'ai été député et maintenant j'ai la chance de m'occuper de l'Europe. Si sur ces trois sujets-là, vous n'avez pas une confiance et un optimisme rivés au corps, vous avez quelques difficultés à sortir des difficultés que vous rencontrez. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il se trouve que j'ai encore deux interventions et après on arrête. Régis Juanico et Yves Bure. Oui, Monsieur le Président, c'était une question pour le ministre concernant les négociations sur les perspectives budgétaires 2014-2020 et en particulier la négociation sur le Fonds social européen. Si l'on veut être plus efficace, notamment dans ces instruments de politique sociale au niveau de l'Union européenne, il y a nécessité de concentrer les efforts, pas de s'éparpiller sur 5 ou 6 objectifs dits prioritaires, mais vraiment d'aller sur des objectifs plus précis. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en ce qui concerne les discussions et les négociations qui ont lieu, est-ce que vous pensez possible que le redéploiement du FSE se fasse autour de l'objectif prioritaire de la stratégie 2020 de l'Union européenne, qui est de sortir 20 millions d'Européens entre 2014 et 2020 de la grande pauvreté et de l'exclusion? Est-ce que, puisque c'est déjà une question que nous avons eu l'occasion d'aborder ici, on peut envisager, comme vous le souhaitiez, que le programme européen d'aide aux plus démunis, qui ne pourra plus être un programme de la PAC à l'avenir, à partir de 2014, soit financé sur l'enveloppe du Fonds social européen? Est-ce qu'une partie des financements du Fonds social européen pourrait servir à financer des expérimentations dans le domaine social à l'échelle de l'Union européenne? Et comment, nous, au niveau national, nous pourrions un peu plus simplifier sur le plan administratif l'accès au financement du FSE, en particulier pour un certain nombre d'associations ou aujourd'hui entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà. J'évoque ces questions parce que c'est des questions qu'on a abordées dans notre rapport avec Michel Heinrich sur la performance des politiques sociales que nous avons eu l'occasion de présenter il y a quelques semaines et qui, à mon avis, sont vraiment très cruciales pour les prochains mois. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'excuse de mon retard, mais j'ai été en dialogue avec des parlementaires des pays concernés par la politique de voisinage orientale. Je crois que c'est important aussi d'avoir des relations à ce niveau-là. Je voulais peut-être poser la question, je ne sais pas si elle a été posée jusqu'à présent, mais que Monsieur le Ministre fasse le point sur les progrès que nous avons à réaliser dans la mise en œuvre des législations relatives notamment au marché unique. Est-ce que nous sommes parmi les bons élèves ou est-ce que nous serions plutôt parmi les mauvais? J'ai entendu notre collègue Joseph Daul, président du PPE, dire samedi lors d'une réunion que nous avions organisée à Strasbourg que nous avions quelques progrès à faire et que si nous faisions une transposition plus active d'un certain nombre de directives, nous aurions également un marché qui serait davantage, je dirais, porteur de croissance qu'il ne l'est aujourd'hui. Très clairement, Monsieur le Président, le PEAD ne sera plus financé sur la politique agricole commune. Je veux dire, la décision est juridique. Donc, il faut réfléchir plus globalement comment utiliser le Fonds social européen. Et sur ce plan, moi, je me pose la question
que vous vous êtes posé, que vous avez énoncé. Faut-il avoir beaucoup d'objectifs ou faut-il se fixer quelques objectifs prioritaires? Ce que l'on dit sur le FSE est vrai dans les perspectives financières 14-20 sur toutes les politiques de fonds européens. Comment dire les choses sans être maladroit? 240 milliards ont été donnés à la Grèce en 10 ans, en solidarité. Si nous avions fait un choix, je prends que le choix qui a été fait récemment sous l'impulsion franco-allemande sur l'emploi et petites et moyennes entreprises. L'emploi des jeunes et petites et moyennes entreprises. Formation des jeunes, apprentissage, mobilité. Et pour les PME, compétitivité, diminution des règles comptables, innovation, etc. Est-ce que nous nous trouverions dans la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui? Eh bien moi, je pense que non. Voilà. Alors, ce n'est pas un procès au passé, mais c'est simplement de regarder l'avenir. Est-ce que les fonds européens ne doivent pas être orientés vers la formation des jeunes, la compétitivité, l'emploi? Le monde a changé. L'Europe est en compétition avec le monde. Si elle veut être performante, la meilleure chose qu'elle puisse faire sur le plan social, c'est d'aider les jeunes à trouver un emploi et à avoir une formation. Donc, je ne sais pas ce qui se décidera sur le 14-20, parce que vous le savez, le 14-20, il va probablement être décidé sous présidence chypriote et plutôt à la fin de la présidence chypriote, pour dire les choses clairement, en fin 2013. Bon. En fin 2012, pardon. Mais pour autant, est-ce qu'on ne doit pas repenser la politique européenne, qui, il est vrai, n'est qu'à 1% du PIB, qui pourrait être alimentée par d'autres moyens? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à réorienter toute notre politique d'aide sociale vers la croissance et vers l'emploi? Qu'y a-t-il de pire que 46% de chômage des jeunes en Espagne? Donc, c'est une question que je me pose. Et bien sûr, l'agenda 2020, c'est diminuer l'exclusion et la pauvreté. Mais là aussi, l'exclusion et la pauvreté, c'est aussi par la création d'emplois qu'elle doit agir. Sur le marché unique, est-ce que nous la transposons bien et est-ce que nous sommes les bons élèves? En posant la question, Yves Bure a déjà la réponse. On dirait peut mieux faire. Voilà. Est-ce que pour autant, ces transpositions sont un handicap pour notre pays? Pas réellement. Je pense qu'il faut qu'on soit effectivement meilleur dans ces domaines, mais l'objectif que nous nous étions fixés a été atteint. En ce qui concerne le marché, je rappelle au passage que les directives sur les marchés publics ont préservé à la demande de la France les services publics à la française, qu'il s'agisse des petits services sociaux, qu'il s'agisse bien sûr des hôpitaux, bien sûr des centres communaux d'action sociale, de la politique de l'enfance, qui est sorti du champ qui avait été envisagé en compétition. Donc de temps en temps aussi, on essaie de ne pas se trouver avec une transposition de tout ce qui arrive sur le marché unique et de faire en sorte que la voix de la France soit aussi entendue. Alors, à notre demande, les nouveaux textes permettront donc de prendre en compte des objectifs d'innovation et je voudrais insister sur le fait que désormais dans les marchés publics, vous aurez 3 critères. Non seulement l'innovation, mais le social et l'environnemental. Ce qui est quand même une marque forte au niveau européen et qui à la fois protège nos marchés, puisque si nous marquons à l'intérieur de nos marchés publics ces 3 critères, nous aurons une compétitivité meilleure à l'intérieur de notre pays, mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Pardon d'avoir été un petit peu long, mais le sujet
Le sujet est passionnant et j'ai vu qu'il vous avait passionné malgré le temps qui presse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant aborder une proposition de résolution socialiste